Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. Pour la première fois depuis le cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis et l'Iran, 4 missiles iraniens ont été tirés sur les Émirats arabes unis et par ailleurs, un navire sud-coréen est en feu après une explosion dans le détroit d'Ormuz. La Corée du Sud a indiqué qu'elle vérifiait des renseignements faisant état d'une attaque contre un navire battant pavillon sud-coréen. Les États-Unis ont lancé en début de journée le projet Liberté pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Je dis c'était car c'était avant ce que je viens de vous dire concernant donc la rupture du cessez-le-feu. C'était une annonce de Donald Trump ce matin. Le commandement central américain a annoncé le lancement du projet visant à rétablir la liberté de navigation pour le transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Le Hezbollah affirme qu'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban et il rejette toute zone tampon. Dans une déclaration écrite, le chef adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, affirme qu'il n'existe pas de cessez-le-feu et il accuse Israël de ne pas avoir mis en œuvre l'accord qui avait été conclu. 2 soldats de la brigade Golani ont été blessés lors d'un affrontement avec des hommes du Hezbollah dans le sud du Liban. Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour séquestration de personnes après l'arrestation par Israël des navires de la flottille pour Gaza à la suite de plaintes déposées en Italie en raison notamment de la présence de 2 Italiens sur l'une des embarcations. Tsahal annonce savoir mené une opération dans une zone du sud Liban où avaient été effectués des dizaines de tirs et lors de ce raid, affirme l'armée israélienne, les soldats ont découvert un important stock d'armement. Tout de suite pour Jérusalem, on le retrouve notre correspondant permanent Dror Even Sapir. Bonsoir Dror. Bonsoir. Dror, alors il y a des actualités concernant Benyamin Netanyahou sur le plan judiciaire avec, dit-on, la possibilité, en tout cas on en parle, d'un accord avec la procureure de l'État. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors pour rappeler le contexte, vous savez, Benyamin Netanyahou fait l'objet d'un procès pour 3 dossiers dans lesquels il est accusé de fraude, d'abus de confiance et également pour l'un des 3 dossiers de corruption. Et il a demandé tout à fait officiellement, il a fait parvenir une lettre au président de l'État, Yitzhak Herzog, pour que ce dernier lui accorde la grâce présidentielle. Le problème, c'est que juridiquement, c'est difficilement concevable, étant donné que Benyamin Netanyahou n'a pas été condamné, donc on peut difficilement, le président de l'État ne peut gracier que des prévenus qui ont été reconnus coupables. Ce n'est pas encore le cas pour Benyamin Netanyahou, puisque le procès est en cours. Il y a une possibilité juridique assez rare, mais qui existe, de gracier un prévenu avant qu'il ne soit reconnu coupable, mais à la condition que le prévenu reconnaît une partie, au moins, des faits qui lui sont reprochés par la justice. Or, Benyamin Netanyahou se refuse à reconnaître une partie des faits qui lui sont reprochés par le système judiciaire. Et donc, cette possibilité d'une grâce présidentielle s'éloigne et le président de l'État l'a fait savoir d'une manière relativement claire. Reste donc la possibilité d'une transaction judiciaire. Et c'est cette possibilité qui est à nouveau fait la une de l'actualité aujourd'hui en Israël, puisque la procureure de l'État, conseillère juridique du gouvernement, Madame Gali Baharav Miara, a accepté la proposition qui est émanée elle aussi de la présidence de l'État, Yitzhak Herzog, sur la réouverture de discussions, de pourparlers concernant une éventuelle transaction judiciaire. En d'autres termes, cela signifierait que, en échange d'une clémence de la justice, Benyamin Netanyahou reconnaissent peut-être une partie des faits qui lui sont reprochés. Le problème pour le succès de cette démarche, c'est que, d'après la plupart des juristes en Israël, cette transaction judiciaire ne pourra se concrétiser que si Benyamin Netanyahou accepte de se retirer de la vie politique pour 7 ans. C'est en général ce que la justice prévoit dans ce genre de cas. Et dans ce cas-là, les
les poursuites seraient suspendues en échange, encore une fois, d'un retrait de la vie politique et d'une reconnaissance par Benyamin Netanyahou d'une partie des faits qui lui sont reprochés. Alors, on n'en est pas encore là. Simplement, il y a aujourd'hui, et c'est nouveau depuis aujourd'hui, des discussions pour parvenir à un éventuel accord. Cela dit, les positions des défenseurs de Benyamin Netanyahou, d'une part, et celles du parquet, de l'autre, semblent, à l'heure qu'il est, difficilement conciliables. Mais on sait que ce procès, et on est en période électorale ou préélectorale, a des conséquences absolument cruciales sur la vie politique du pays. Certains diraient même sur les décisions qui sont prises au niveau géopolitique, au niveau sécuritaire, au niveau militaire. C'est dire l'enjeu de ces discussions qui ont repris aujourd'hui même. Alors, on a compris les deux conditions jusqu'à présent. Elles sont d'ailleurs, je dis jusqu'à présent, je crois même que le mot est en trop. Elles sont totalement inacceptables pour Benyamin Netanyahou. Il doit reconnaître qu'il est coupable. Et là, franchement, je vois pas Netanyahou faire une chose pareille. Il doit accepter d'arrêter toute vie politique pendant 7 ans. Et alors là, je crois que les deux, fait autant dire qu'il n'y a aucune possibilité d'accord, Dror. Pour l'instant, il semblerait que ce soit le cas. Là-dessus, il semblerait que ce soit le cas. Mais imaginons un scénario où les prochaines élections, dans quelques mois, aboutissent à une défaite de Benyamin Netanyahou et de son parti, le Likoud. Si Benyamin Netanyahou se retrouve dans l'opposition, pour lui, ce serait la pire des configurations, puisqu'il ne serait plus aux affaires, il ne serait plus au pouvoir, et il serait, encore une fois, prévenu. Il serait accusé, il est toujours accusé. Mais aborder les juges alors qu'il n'est plus au pouvoir, ce serait encore une fois une configuration absolument cauchemardesque pour Benyamin Netanyahou qui risque, il faut le préciser, et s'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison ferme. Donc pour éviter cela, si les sondages prévoient une défaite de Benyamin Netanyahou et de sa coalition, il n'est pas impossible que Benyamin Netanyahou accepte une forme de compromis sur la reconnaissance de sa culpabilité, même partielle, et sur son retrait des affaires publiques pendant une assez longue période. Il faut rappeler que Benyamin Netanyahou est un homme âgé de 77 ans. Dror Even-Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir. La situation dans le Golfe avec ce titre important que je vous lisais il y a de cela quelques minutes. Officiellement, les Émirats arabes unis affirment qu'ils ont été bombardés par 4 missiles iraniens. Donc, c'est un tournant. Les États-Unis avaient lancé ce matin le projet Liberté pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le commandement central américain avait annoncé que des navires marchands seraient accompagnés par la marine militaire américaine. Et d'ailleurs, 2 navires marchands battant pavillon américain ont traversé le détroit d'Ormuz, mais on a appris dans l'après-midi qu'un navire sud-coréen était en feu après une explosion dans le détroit d'Ormuz. Voilà où on en est pour la situation en Iran. Le Liban à présent, avec le Hezbollah qui affirme qu'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban et qui rejette toute zone tampon. Dans une déclaration écrite, le chef adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, affirme qu'il n'existe pas de cessez-le-feu au Liban. Il accuse Israël d'être le responsable. Il dit Israël n'a pas mis en œuvre l'accord. 2 soldats de la brigade Golani ont été blessés lors d'un affrontement avec des terroristes dans le sud Liban. Les militaires ont été évacués par hélicoptère. Israël annonce avoir mené une opération ciblée dans une zone du sud du Liban d'où avaient été effectués des dizaines de tirs. Lors de ce raid, les soldats ont découvert un stock important comprenant des dizaines de roquettes ainsi que divers armements, dont des fusils de type Kalachnikov ou encore des lance-roquettes RPG. Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour séquestration de personnes après l'arrestation par Israël de navires de la flottille pour Gaza à la suite de 3 plaintes déposées en Italie. L'enquête concerne Saïf Abou Keshet et Thiago Avila, actuellement détenus en Israël. Selon les médias italiens, l'enquête a été déclenchée car l'opération a eu lieu dans les eaux internationales à bord d'un navire battant pavillon italien. La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, actuellement emprisonnée en Iran, nécessite des soins cardiaques spécialisés en urgence à Téhéran, selon son frère. Retour en France avec Jean-Luc Mélenchon qui, pour la 4e fois, est officiellement candidat. Jean-Luc Mélenchon
qui a donc officiellement confirmé sa candidature sur le plateau de TF1. Il a défendu une ligne de rupture, a-t-il dit, en matière de politique étrangère. Il affirme que la France, sous sa direction, pourrait rétablir sa puissance et peser davantage face aux États-Unis et à Israël. Vous, président, la France aurait une position différente face à un Trump imprévisible ? Évidemment. Vous auriez pu faire autrement ? Évidemment. Vraiment ? Laissez-moi vous dire ça. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Si on s'en était occupé sérieusement, le massacre aurait été arrêté. Mais comment ? Je vais vous le dire à l'instant. Mais déjà, entendons bien ça. Il n'y a jamais de situation sans issue. Il n'y a pas de problème sans solution. Là, le problème a été créé politiquement. Eh bien, c'est politiquement qu'il fallait le régler. Comment faire ? D'abord, la France. La France, c'est une puissance, normalement. Pas quelqu'un qui s'agite dans un coin et qui accepte d'être maltraité comme l'est le président Macron qui change tout le temps d'avis. Donc, premièrement, j'aurais fait du droit international mon drapeau. Deuxièmement, j'aurais créé un front du refus avec les Espagnols. Et nous aurions eu à nos deux pays... Ça n'aurait rien changé, objectivement. Non, mais ça... Non, dans les faits. Écoutez-moi. Des résignés, il y en a toujours. Il faut des gens qui aient toujours espoir d'avancer. Je finis ma démonstration. Les Espagnols et nous sommes capables de rallier une bonne partie des pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe, à dire non. Et on commençait par une chose, couper le rapport de coopération commerciale de l'Union européenne avec Israël. Israël ne peut pas vivre sans l'Union européenne. Et avec ça, l'embargo sur les armes. Et avec ça, on bloquait le gouvernement de M. Netanyahou, parce qu'il faut désigner le responsable. Deuxièmement, même motif pour les USA. Pas de survol militaire sur notre territoire. Et moi, je vous dis, ces deux-là sont des tigres de papier en face d'un monde qui se mobiliserait pour la paix. Car le monde ne veut pas de la guerre. Allez, on va faire mal aux auditeurs en remettant du Mélenchon, mais cette fois-ci, c'est Anne-Claire Coudray qui, finalement... lui met un coup de poing dans le ventre. Elle dit « Mais votre concept de Nouvelle-France, une génération qui remplace l'autre, en fait, vous ne l'appliquez pas beaucoup à vous-même. » Je voudrais quand même vous faire écouter un sonore, une définition de la Nouvelle-France que vous avez donnée en janvier dernier pendant les campagnes des municipales. Il est intéressant. D'accord. Voyons. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration de la capacité de nos listes à incarner la Nouvelle-France. Celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Une génération qui remplace l'autre, vous l'appliquez pas beaucoup, cette règle. Ah ben si, je remplace mes parents. Vous aussi. Mais vous restez candidat pour la 4e fois. Voilà, donc le grand remplacement, c'est pour les autres, c'est pas pour soi-même. Nous sommes en ligne à présent avec David Reinhardt. Bonsoir David. Progress. Bonsoir David. Oui, allô ? Oui, bonsoir. David Reinhardt, vous êtes éditeur, vous êtes l'auteur, vous avez coordonné un livre collectif sous la direction de Pierre-André Taguieff, qui d'après moi est l'un des meilleurs politologues pour ce qui concerne tous les mouvements radicaux. C'est lui, c'est Pierre-André Taguieff, qui avait créé l'expression national populiste pour définir le Front National. Et voilà, vous avez toute une série d'auteurs qui se sont retrouvés autour de vous pour parler de Mélenchon sur l'obsession Mélenchon. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que cette candidature, c'est pas la candidature de trop ? Je vous répondrai que toutes les candidatures de Mélenchon sont des candidatures de trop. Mais là, c'est vraiment la fin d'un faux suspense, puisque effectivement, Jean-Luc Mélenchon s'auto-grand remplace, si vous voulez, et ceux qui ont de la mémoire dit on se souvienne qu'en 2022, après la dernière présidentielle, il avait dit « Moi, je souhaite être remplacé ». Il disait aussi qu'en 2027, et pourquoi pas, je crois, 2056, nous sommes tous mortels, et à partir d'un certain âge, la probabilité augmente. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente, mais je pense qu'il y a un rêve ou un désir d'éternité ou d'immortalité, et maintenant qu'il a terminé, si vous voulez, c'est ce qu'on montre dans notre livre, qu'il a écarté toutes les figures les plus critiques autour de lui, il est vraiment resté seul à bord, et on ne sera pas étonné, puisque vous citiez Pierre-André Taguieff, Bernard Aboif, on ne sera pas étonné de cette nouvelle candidature,
notamment si on a lu le texte de Pierre-André Taguieff dans notre livre, LFI Anatomie d'une perversion, dans lequel il émet l'hypothèse que la véritable nouvelle menace fasciste surgit aujourd'hui de là où on l'attendait pas, c'est-à-dire du champ des gauches radicales, et que ses principaux signes annonciateurs se trouvent, si vous voulez, dans le culte du chef en tant qu'homme providentiel, et aussi, dans un discours, on le sait, de propagande et d'endoctrinement, notamment dans la désignation de l'ennemi diabolisé, Israël et les Juifs sionistes au premier chef. Mais si vous voulez, ça m'étonne pas. Je pense pas que ce soit la candidature de trop en réalité, parce que ça fait partie des attributs du populisme. C'est ce qu'on a montré dans le livre, c'est qu'il y a, parmi ceux-là, il y a notamment celle du sauveur, c'est-à-dire il est seul maître à bord, c'est-à-dire qu'un populiste peut utiliser son image et se présenter comme sauveur et défenseur du peuple, hein, et donc là ils font appel, si vous voulez, à leur normalité, mais aussi à leur exceptionnalité, en se décrivant notamment comme provenant du peuple, etc. Donc oui, c'est peut-être là c'est là, si vous voulez, ça fait partie. C'est la preuve supplémentaire, si besoin était, que le modèle descriptif du fascisme est assurément applicable à LFI, et on voit bien que l'engagement jouissif de toute la meute autour de lui est alimenté justement avant tout par, et Taguieff le montre bien dans le livre, par le talent du chef charismatique, qui est entouré à la direction de ce parti mouvement d'apparatchiks qui ne joueront jamais le rôle de rivaux du guide, ni même de successeurs du leader Maximo. Donc il est vraiment le seul Dieu vivant et le seul maître à bord. Et voilà. David Reynard, très bien. David Reynard, je renvoie tout simplement les auditeurs à cet ouvrage que vous avez coordonné sous la direction de Pierre-André Taguieff. Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. Merci infiniment. Le soutien à la guerre contre l'Iran parmi les juifs américains qui sont membres de la communauté, en anglais on dit connectés, mais en fait, disons ceux qui ont une vie communautaire, ceux qui sont liés à des institutions communautaires, eh bien, leur soutien à la guerre est en recul, selon une enquête qui a été publiée par le GTA, le Jewish Telegraphic Agency. Ils étaient 68% à soutenir le conflit au début des hostilités avec l'Iran, et ils sont 60%. Ça reste majoritaire quand même. Méron a été assiégé après un investissement de 100 millions de shekels. Eh bien, la police a annoncé l'annulation de la traditionnelle célébration ce soir à Méron en raison d'une menace du Hezbollah. Les bénévoles ont démonté les installations, et certains qui sont très religieux, c'est des chassidim qui sont à Méron, étaient littéralement en larmes. Un mot sur la situation des chrétiens au Proche-Orient avec Xavier Bellamy, qui avait dirigé la liste LR aux européennes, et qui dit oui, on nous parle beaucoup d'un événement hautement tout à fait condamnable et horrible, même d'une femme religieuse. Vous avez peut-être vu les images d'une femme religieuse qui a été frappée par un juif israélien à Jérusalem. Il dit oui, il est sur France Info. Il dit oui, mais bien sûr que c'est condamnable. Mais le problème des chrétiens au Proche-Orient, c'est l'islamisme. Vous parlez du Liban, j'ai été étonnée de ne pas vous voir réagir à ce qui s'est passé au couvent de Saint-Sauveur, au Liban, qui a été frappé. Il y a aussi une religieuse, vous avez vu passer une bonne sœur à Jérusalem qui a été attaquée. Ça n'a plus rien à voir avec le Liban. Non, mais les chrétiens... Le point commun, c'est que vous voudriez que je dise du mal. Non, pas du tout, mais Jean-Noël Barrot a réagi, le ministre des Affaires étrangères. Je sais que la question des chrétiens, et notamment en Orient, vous tient à cœur, et je n'ai pas vu passer du tout de réaction. Pourquoi ? Vous avez réagi déjà ? Alors, en fait, je ne réagis pas à tout ce qui se passe dans la région, parce que sinon, il faudrait passer son temps à tweeter. Mais évidemment qu'il faut condamner l'agression de cette religieuse à Jérusalem. Et d'une manière plus générale, tous les actes anti-chrétiens qui se multiplient, malheureusement, notamment de la part de
de fanatiques radicalisés qui prétendent que le judaïsme signifierait l'homogénéisation de la population d'Israël. Je crois que les chrétiens, évidemment, ont leur place à Jérusalem, comme ils ont leur place dans tout le Moyen-Orient. Mais vous savez, ce qui menace la place des chrétiens au Moyen-Orient, Myriam Ankawa, c'est pas Israël, en fait. Ce qui menace la place des chrétiens au Moyen-Orient, c'est l'islamisme. Non, mais je vois bien le message derrière la question. Il faudrait dénoncer le fait que, effectivement, une école a été apparemment touchée par une frappe. Je n'ai pas réagi parce que la question est encore extrêmement incertaine de savoir si elle a été détruite ou non et quelle était la raison de cette frappe. La vérité, c'est que quelle que soit la nature de cette situation, ça fait maintenant des années que dans le silence du monde occidental, les chrétiens sont petit à petit chassés de leur pays au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Levant en général. Et bien sûr, au Liban, les chrétiens sont victimes de l'islamisme, et pas seulement les chrétiens. Les Libanais, dans leur ensemble, sont victimes de cette milice islamiste qu'est le Hezbollah. Et moi, je trouve un grand signe d'espoir. Et je m'étonne que, pour le coup, la réaction soit si faible devant le fait que les dirigeants sunnites du Liban, hier, ont affirmé de manière extrêmement claire leur soutien au gouvernement libanais qui négocie une paix avec Israël. Voilà, donc Xavier Benammi, François-Xavier Benammi, donc, qui était sur France Info.